Bonjour. Je vais faire un bonjour à tout le monde, aux intervenants que je n'ai pas salués, pardon, et aux participants dans leur globalité. Si vous voulez bien vous rapprocher, n'ayez pas peur et prendre place. On a encore 5 petites minutes. Bon, je pense que pendant que les dernières personnes vont s'asseoir, je vais me présenter. Caroline Avon. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de chercher dans leur moteur de recherche, j'ai travaillé pendant 10 ans sur M6, sur des programmes jeunesse, des programmes de découverte, notamment Égal M6. Les plus jeunes s'en souviennent peut-être, ou les plus vieux, je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée, mon bilan carbone est catastrophique parce que j'ai parcouru le monde pendant 10 ans. C'était les années 90. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et puis, après M6, je me suis embarquée dans une autre aventure. Vous allez voir où je vais en venir. Equidia, la chaîne du cheval. Et là, pour le coup, j'ai découvert la France et les régions françaises. Et je me suis aperçue qu'on pouvait être à cheval pendant 40, 30, 50 km dans certaines régions sans croiser une seule voiture. Et donc, je voulais vous féliciter parce que ce pays, où quand même on se déplace très facilement, j'ai dormi dans mon lit à Paris et je suis ce matin à Bordeaux, eh ben, on peut encore découvrir la nature sur des chemins de traverse. Et ça, c'est magnifique et je vous en remercie. Alors, nous avons, comme vous le savez, parlé justement de mobilité. Rassurez-vous, je ne vous mets pas à cheval, j'arrête là, on ne parle plus de moi. On parle de mobilité et c'est vraiment au cœur de l'actualité puisque vous le savez, en cette rentrée septembre 2019, se vote la loi d'orientation des mobilités qui doit consacrer une place centrale des régions dans l'organisation de nos déplacements. Parce qu'on se déplace tous, c'est dingue. Donc, nous allons aborder cette thématique en 3 thèmes. Le premier thème, on va faire une sorte d'état des lieux, 2 ans après la loi NOTRe, et justement à la veille ou avant le vote de la loi LOM, quel est donc l'état de la mobilité régionale? Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux régions. Comment vont-elles s'approprier les nouvelles compétences issues de la LOM? Vous allez avoir plus de travail. Et enfin, quel rôle joueront l'ouverture des données et le développement des services numériques dans les offres de transport? Là, on parle data, on parle futur, on parle présent aussi pour certains. Et surtout, à l'occasion de ce 15e congrès des régions, Régions de France, Transdev et Ipsos va vous dévoiler aujourd'hui les résultats d'une enquête de grande ampleur. Et cette enquête, elle dresse un panorama absolument inédit sur la mobilité du quotidien dans les régions françaises. Et nous avons choisi de nous appuyer sur cette enquête pour mener cet atelier. Et nous avons beaucoup de chance, car je vais demander à Brice Teinturier de venir me rejoindre. Il est directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos et il va vous révéler ses premiers résultats d'enquête. Aujourd'hui, et de pouvoir vous présenter effectivement ce dispositif que nous avons réalisé pour Transdev et à l'occasion de cette journée. Je voudrais juste en présentation vous dire que c'est un dispositif qui est particulièrement important, qui est particulièrement ambitieux. Ce n'est pas une petite enquête, si je puis dire, auprès simplement de 1000 personnes. Nous avons travaillé sur la base d'un échantillon, comme vous le voyez là, de plus de 10 000 personnes. C'est un échantillon représentatif de l'ensemble de la population, mais qui a l'avantage, dans sa robustesse, de permettre aussi des analyses par région. On a suffisamment de répondants dans chaque région, donc ça c'est un point évidemment crucial. Je n'aborderai pas ici toutes les nuances par région, mais elles sont évidentes et importantes. Et puis c'est un échantillon aussi dont je voudrais souligner qu'il est très solide en termes de fiabilité. Il est issu d'un panel que nous avions monté à partir de 2015 avec le CEVIPOF, qui a été utilisé, peut-être que certaines et certains d'entre vous s'en souviennent, lors de la présidentielle. Et au moins, l'avantage des élections, c'est qu'on peut comparer ce qu'on avait fait et le résultat final. Et il y avait une fiabilité vraiment qui était à 0,5 points près. Donc vous avez là une enquête qui repose sur quelque chose, je crois, de très robuste. L'autre élément qui me paraît important, c'est que les enseignements de cette enquête sur la mobilité sont extrêmement clairs. Je vais essayer en tous les cas de vous les rendre aussi clairs qu'ils m'apparaissent et parfois, je crois, assez inédits.
D'abord, premier enseignement, les Français passent du temps dans leurs déplacements. Ça, on pouvait s'en douter, mais on l'a mesuré. Ce qui est peut-être un peu moins évident ou un peu plus contre-intuitif, c'est qu'ils sont globalement satisfaits du temps qu'ils passent dans leurs déplacements. Alors, vous le voyez ici, quand on les interroge sur leurs déplacements au quotidien pour toute une série de dimensions, 35 minutes en moyenne pour les déplacements allant du domicile au lieu de travail, question évidemment posée aux actifs, donc on peut quasiment doubler, ce n'est pas toujours la même chose en retour, mais c'est quand même 35 minutes en tous les cas déjà à l'aller, et puis vous le voyez, 19 minutes par exemple pour les courses alimentaires, 17 minutes pour les activités de loisirs, etc., etc. Donc nos concitoyens sont souvent et pendant longtemps dans les transports. Comment le vivent-ils? Comment vivent-ils ce temps de déplacement? Globalement bien. Vous le voyez ici, 75% se déclarent satisfaits, ce qui est un relatif quand même bon niveau à 75% dans les en-têtes de satisfaction, d'autant que vous en avez 20% qui se disent très satisfaits. Alors il y a malgré tout quelques différences qu'il faut noter en termes de population. Les plus satisfaits sont les plus âgés, les utilisateurs de transports doux, et les moins satisfaits, donc 24% au global, mais les moins satisfaits peuvent monter jusqu'à 39%, voire davantage, notamment quand ils passent beaucoup de temps dans les transports, donc passer plus de 35 minutes, là on bascule dans quelque chose qui devient un irritant et dans des niveaux de satisfaction qui peuvent atteindre, vous le voyez, 45% ou 54% pour ceux qui passent plus d'une heure dans les transports. Mais globalement, satisfaction donc sur le temps passé dans les transports, pour toute une série de raisons que vous aurez peut-être l'occasion de voir dans les ateliers et dans les débats. Deuxième enseignement, le budget. Et là, les choses sont quand même, vous allez le voir, assez différentes. D'abord, le budget est conséquent pour les Français. 204 € en moyenne pour l'ensemble des Français qui utilisent donc les transports, et tout le monde utilise les transports, tout le monde est dans la mobilité. C'est un budget important quand vous le ramenez en réalité au pouvoir d'achat des foyers et à ce que ça représente. Et puis, c'est un budget qui se décline sur différents postes, 106 € en moyenne pour la maintenance du véhicule qu'on utilise, quand on est donc avec un véhicule, 88 € pour l'essence, 40 € en revanche pour les titres ou les abonnements de transport en commun, 31 € pour les péages et puis 19 € pour le stationnement quand on se déplace. Donc globalement, un budget qui pèse et un budget qui, tout à fait logiquement, génère une faible satisfaction. 61% au global, là ce n'est pas très élevé, dans les enquêtes de satisfaction il faut plutôt être dans la zone des plus de 70, 75 et avec des niveaux élevés de très satisfaits. Là on est clairement en dessous. On retrouve les mêmes catégories en termes de satisfaction que tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt les plus âgés et puis également les utilisateurs de transports doux. Mais ce qui est important, c'est de voir les insatisfaits. Et les insatisfaits, ce sont majoritairement, massivement les actifs, les 35-64 ans, surtout ceux qui ont des revenus modestes et sur lesquels ce budget en moyenne pèse particulièrement et proportionnellement beaucoup plus que sur les autres. Les familles également nombreuses, les employés, les utilisateurs réguliers de la voiture, les ouvriers. Et là, vous voyez qu'on est proche des 50% d'insatisfaction. Donc, il y a véritablement un sujet et ce sujet, il est donc sur le budget. Autre enseignement, troisième grand enseignement, la dépendance, pour ceux qui en douteraient, à l'égard de l'automobile, elle est quasi totale dans quasiment tous les territoires. Et on va mieux comprendre certains épisodes qui se sont produits au cours de l'année dernière, et que vous avez tous en tête, quand on comprend que 87% des Français sont tributaires de la voiture, utilisent en tous les cas leur voiture, 87% donc utilisateurs réguliers de la voiture, versus moins d'un tiers qui utilisent les transports en commun. Et puis vous voyez qu'on a également quelque chose qui n'est pas inintéressant. Les deux roues non motorisées arrivent en 5e rang avec 12% d'utilisation et on reviendra sur d'autres transports, mais en tous les cas, la voiture reste le mode de moyen de déplacement massivement le plus utilisé. Alors évidemment, on n'en est pas resté là et on a voulu dans cette enquête savoir comment les individus pourraient faire, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent utiliser un autre mode de transport que la voiture pour ceux qui se déplacent en voiture, et notamment pour aller réaliser des démarches administratives, des activités de loisirs, etc. On reprenait toute une série de postes. Et vous voyez que pratiquement les 2/3 nous disent que ce serait impossible. Donc ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de paresse ou d'habitude qu'on pourrait lever relativement vite avec la voiture.
Seul un tiers, un petit tiers et parfois moins, nous disent qu'ils pourraient réellement se passer de la voiture. Celle-ci reste absolument indispensable pour de très nombreux Français. Alors pourquoi en sommes-nous là? Pour des raisons principalement qui tiennent aux infrastructures. Les raisons qui expliquent le plus, selon les interviewés, qu'ils ne puissent pas utiliser davantage les transports en commun, puisque vous avez donc en tête 87% la voiture, 31% seulement les transports en commun, eh bien ces raisons, les 5-6 premières, relèvent de l'offre et de son inadaptation aux besoins des individus. L'absence de lignes de transport en commun leur permettant de rejoindre leur destination, c'est l'élément le plus fort, 40% de citation. La fréquence de passage trop faible aussi, 35%. La durée du trajet qui est trop longue pour rejoindre sa destination via des transports en commun, à égalité avec l'absence d'arrêt de transport de proximité chez vous, et puis le fait qu'il y ait trop de changements éventuellement aussi pour rejoindre ces destinations. Vous voyez que le plaisir de rouler en voiture arrive quand même loin derrière, et puis on a même encore quelques citations sur des enjeux qui relèvent de l'offre. Cela vous donne aussi les leviers sur lesquels, même s'ils sont compliqués et lourds, j'en suis bien conscient, mais sur lesquels on peut agir si l'on veut modifier progressivement, pouvoir modifier le comportement des Français. Autre enseignement majeur, je crois, c'est comment les Français peuvent articuler leur mobilité du quotidien autour du ferré, de l'autobus et aussi des modes de transport doux. Alors, je ne vous ai pas dit au moment de vous présenter l'échantillon qu'un des intérêts aussi, c'était de pouvoir travailler sur des gradients d'urbanité, d'urbanisme. On est bien au-delà de simplement un découpage et par région ou par catégorie d'agglomération. On peut aller de manière fine, on a construit des indicateurs pour cela, on peut distinguer tout ce qui relève du périurbain, de l'urbain, de la petite couronne, du rural, et on s'aperçoit que ce sont véritablement des gradients. Alors, sur cet indicateur, on mesure aussi le très grand attachement des Français aux lignes ferroviaires locales. Quand on leur demande, ça avait été un des débats quand même, quand on leur demande s'il faut privilégier les trains au quart pour maintenir le dynamisme des petites villes et des zones rurales, ou au contraire privilégier les cars au train car l'entretien de ces derniers est trop coûteux, vous voyez que assez massivement, 74% des Français restent attachés, y compris pour les petites lignes, y compris si ça coûte cher, au ferroviaire, et qu'on a d'ailleurs un gradient là aussi justement par type d'habitat, par le territoire, qui montre que c'est dans le rural où on serait éventuellement le plus ouvert à la question des cars, mais on est quand même à 68% toujours attaché au ferroviaire et à 77% quand on habite un grand centre urbain. Donc là, il y a pour le coup quelque chose qui pèse très fortement en faveur du ferroviaire. On a également demandé aux Français à combien de temps de leur domicile il devrait y avoir des infrastructures pour qu'ils puissent les utiliser plus souvent, toujours pour essayer de trouver de l'élasticité, de la mobilité dans les comportements. Et vous voyez que c'est pour la station d'autopartage à 20 minutes, mais surtout, on retrouve l'attachement pour une gare ferroviaire, il faudrait qu'elle soit à 16 minutes. À partir de 16 minutes, là, il peut y avoir éventuellement des bascules. Pour un arrêt d'autobus, on peut aller jusqu'à 8 minutes. Mais si ces conditions-là ne sont pas réunies, je crois qu'il est véritablement illusoire, et je suis encore une fois conscient de ce que ça signifie en termes d'infrastructure, mais illusoire d'espérer modifier substantiellement le comportement des Français. Point assez étonnant et qu'il faut avoir, je crois aussi, à l'esprit, c'est des modes doux, l'importance des modes doux comme le vélo, qui est utilisé aujourd'hui par une partie non négligeable de la population. Plus que le covoiturage, vous l'avez peut-être noté dans un des premiers éléments, eh bien, la trottinette ou le vélo constitue un mode de déplacement régulier pour 12% des Français. C'est un mode incontestablement en croissance, niveau qui atteint 16% chez les moins de 35 ans. Donc là, vous avez affaire aussi à quelque chose qui est en pleine expansion et qui modifie substantiellement le rapport qu'on peut avoir à un territoire et à la mobilité. Enfin, je voudrais terminer par une question d'opinion, parce qu'au-delà des comportements de mobilité stricto sensu et de ce qui peut influer sur eux, la question des transports n'est pas qu'une question de mobilité. Elle crée des liens avec le territoire, elle crée des sentiments qui peuvent être des sentiments de prise en compte ou d'abandon. Et on avait construit cet indicateur qui s'est avéré particulièrement parlant. On leur demandait s'ils se sentaient attachés au territoire ou à la commune dans laquelle ils vivaient, à nos interviewés. Et vous vous rendez compte ici que 66%, les 2 tiers des Français donc, nous disent qu'ils sont attachés au territoire dans lequel ils vivent,
ce qui n'est pas colossal, les 2/3. Et donc, il faut être sensible aux 30% qui nous disent qu'ils ne sont pas attachés à leur territoire. Et ces 30%, qui sont-ils? Ce sont d'abord plutôt des utilisateurs réguliers de transport en commun, ce sont des foyers modestes, ce sont des employés, ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui peuvent être mécontents aussi de la qualité des infrastructures. Et donc, en fonction de la qualité des transports en commun, vous jouez aussi sur un lien vis-à-vis du territoire qui peut être un lien plus ou moins impliquant, plus ou moins fort. Et pour finir, puisque je l'avais évoqué, j'avais fait allusion au tout début, il y a évidemment aussi un lien entre la contestation que ce pays a connue menée par les Gilets jaunes et le rapport que l'on a aux transports qui sont utilisés. Plus vous vous sentez proche des Gilets jaunes, ceux qui se sentent très proches des Gilets jaunes, eh bien, vous le voyez ici, sont 46% à se dire mécontents du coût des transports en commun, donc la logique du budget, et puis également du nombre de lignes de transport en commun, alors qu'à l'inverse, si vous n'êtes pas proche des Gilets jaunes, eh bien, vous êtes plutôt satisfait et de ce budget et de cette fréquence, de cette existence des lignes de transport. Donc le lien existe. Il était évident à l'issue de ce mouvement, mais finalement, ce sont les enquêtes de mobilité, je crois, qui nous en apprennent beaucoup plus souvent que des enquêtes d'opinion sur des mouvements qui sont sociaux, mais qui renvoient aussi à des logiques très lourdes et très réelles de comportement effectif. Merci de votre attention. Je reviendrai, je crois, pour d'autres temps. Oui, Brice, mais venez avec nous, comme ça vous pourrez intervenir au cours de cette table ronde. D'ailleurs, je vais appeler nos prochains intervenants. On n'a pas mis d'étiquette parce que ça va tourner. Donc, si monsieur Philippe Tabarot veut bien se mettre à côté de moi, monsieur Tabarot, vice-président de la région Sud, délégué à la sécurité au transport et à l'intermodalité, merci. Patrick Vautier, directeur du marketing et de l'innovation de RATP Dev. Est-il arrivé? Je crois qu'il était un peu en retard, mais il arrive derrière moi, voilà. Ensuite, Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des mobilités et infrastructures transport de la région Occitanie. Et Édouard Hainaut, que j'ai vu tout à l'heure par là, je ne vois pas bien, mais directeur général France Transdev, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va ouvrir le bal. Je suis désolée, je ne vous serre pas la main parce que j'ai mis le kyrier. Non, il n'y a pas de dress code. On nous a dit sobriété, c'est normal en ce jour. Dites-moi, vous allez ouvrir le bal. Vous avez entendu, là vous avez eu la primeur de ces chiffres, de cette enquête. Qu'est-ce que vous pensez là tout de suite, comme ça, à chaud? Déjà, je ne remets pas en cause la qualité de l'étude. M. Teinturier est bien connu pour avoir des enquêtes d'opinion particulièrement précises et particulièrement intéressantes sur ce sujet. Merci également aux personnes qui ont souhaité financer cette étude. Je crois on en parlait avec mon collègue Michel Neugnot. Tout ceci confirme ce qu'on pensait. Alors déjà, je vais commencer par la dernière réflexion, la question des gilets jaunes ou des sympathisants. On a bien pris conscience que la mobilité avait été un facteur important au niveau de la contestation et notamment quant à la qualité de la mobilité et puis au coût de la mobilité. On le revoit à travers cette question quand on voit qu'entre 18 à 20% du budget des ménages c'est la mobilité. On comprend mieux pourquoi cette question est particulièrement importante et fait réagir les sondés. Il y a l'attachement à la voiture. Alors, bien sûr, quand on n'a pas d'autres modes de transport, et c'est le cas pour certains secteurs, et on le voit, des chiffres importants, 40% de la population qui n'a aucune offre de transport que la voiture. Mais pour autant, même quand on a d'autres offres de transport et pas très éloignées de chez soi, on a dans ce pays, comme dans d'autres, mais un attachement particulier à la voiture, à ce que la voiture peut générer en termes de liberté. On a une acceptabilité du retard en voiture qu'on n'a pas sur les transports en commun, parce qu'on a l'impression, nous, d'être le pilote, celui qui va amener le véhicule à bon port. Ouais. Donc voilà, ça confirme un petit peu ces impressions qu'on avait. Le besoin d'intermodalité, il est indispensable, on aura l'occasion d'en parler dans un instant, mais pouvoir connecter les modes de transport les uns aux autres, on s'aperçoit que quelles que soient les solutions qui seront proposées, il n'y a pas un mode de transport qui répond à une attente, mais ce sont en général plusieurs modes de transport qu'il faut permettre de prendre le plus facilement possible avec un besoin d'information. Il y a l'attachement au train.
En France, c'est quelque chose, et plus particulièrement dans les territoires ruraux. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, où je crois que c'est l'autre atelier sur les petites lignes, mais quelquefois des lignes qui sont fort peu fréquentées et qui pour autant ont un attachement sur les territoires et qui sont appréciés des habitants parce qu'il y a une histoire, parce que ce sont souvent les parents, les grands-parents qui l'utilisaient, même qui ont créé ces petites lignes. Et c'est vrai que c'est un problème pour les décideurs que nous sommes, quelquefois, quand on nous dit on va fermer ou Réseau va fermer cette ligne et qu'il faut investir très rapidement beaucoup d'argent avec l'État, avec d'autres partenaires. Ce sont des questions qui se posent. Enfin, on entend beaucoup parler aujourd'hui de covoiturage, d'autopartage, et on s'aperçoit à travers ces chiffres qu'on est encore très loin d'avoir réussi à faire entrer ces méthodes et ces types de mobilité dans le quotidien des Français. Alors, je voudrais revenir sur le particularisme de votre région sud et peut-être justement un exemple de complémentarité. Nous, on travaille beaucoup sur l'intermodalité, sur différents points. Alors bien sûr, comme mes collègues le font dans leurs régions respectives, sur les pôles d'échange multimodaux. Et il n'y a pas de nouvelles gares qui se créent sans que ça devienne un pôle d'échange multimodal avec la possibilité de retrouver vraiment tous les modes de transport dans cette gare, avec bien sûr des bus urbains, des cars, les TER et ce dont on a parlé également, le covoiturage, l'autopartage, les modes de déplacement doux. Donc je pense que c'est une idée importante. Et l'intermodalité, c'est aussi l'information. On aura l'occasion, je crois, d'en parler plus tard, mais une intermodalité réussie, c'est la possibilité de pouvoir savoir quand est-ce qu'on va avoir sa correspondance avec son autre mode de transport. Et le troisième aspect indispensable à l'intermodalité, et là on travaille vraiment beaucoup sur ces questions, c'est la question de la tarification unique, de pouvoir avec un seul titre de transport utiliser différents transports avec un tarif unique. Alors pour les Parisiens ou les habitants d'Île-de-France, c'est quelque chose qui est tellement naturel chez vous, mais nous on va avoir une révolution sur la Côte d'Azur parce qu'on va réussir au 1er janvier prochain à pouvoir permettre à quelqu'un qui va partir de Grasse dans les Alpes-Maritimes, qui va prendre son TER, qui va aller prendre le tram à Nice, qui va aller prendre le TER jusqu'à Monaco, et à Monaco il va même pouvoir prendre les transport urbain monégasque, tout ça sur un seul titre de transport et pour une carte de moins de 80 € par mois. Donc ça, c'est du concret. On voit que ça répond aux attentes de l'excellente étude de Brice Taturier. Bravo. Alors, depuis le début, on me dit il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place. Mais s'il y a assez de place, Monsieur Michel Nognaud, s'il vous plaît, je voudrais rattraper ma grave erreur parce qu'il y a tout à fait une place pour vous autour de ces tables. Voilà, je m'excuse pour l'erreur. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour. On va quitter la région sud. Après, on vous donnera la parole, bien entendu. On va aller dans le centre Val-de-Loire. Et nous allons partir à la rencontre d'usagers pour découvrir le réseau mobilité interurbaine. En fait, ça donne l'acronyme REMI. On regarde. Arsène, 22 ans, est apprenti. Et pour rejoindre son entreprise chaque matin, il a choisi le train, le Tours-Orléans de 7h40 plutôt que la voiture. Le coût de ses déplacements professionnels, c'est 75 € par mois grâce à son abonnement Rémizen. Si j'avais fait le trajet en voiture, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Le train, ça me permet d'être plus tranquille au niveau du trajet. C'est économique et plus rapide, effectivement. Le trafic ferroviaire géré par la région Centre-Val de Loire dessert évidemment Paris, Orléans, Bourges, Chartres, mais également des villes plus petites, Salbris, Chouzy, Briare, Buzancais, Bléré. 350 trains, les anciens TER ou ex-intercités circulent chaque jour pour un total de 70 000 voyages. Je prends le train tous les jours pour aller à Château-du-Loir. On n'a pas l'inconvénient de la route en voiture, on n'a pas les risques d'accident. Moi je paye 52 € et des broutilles et l'employeur me rembourse la moitié. Ça m'évite de venir en voiture et puis travailler en ville, c'est pas évident pour se garer. Mais Rémi, le réseau de mobilité interurbaine dans la région, ce sont aussi des cars. 150 lignes interurbaines régulières, 1750 autocars, 9000 voyages quotidiens, presque toutes les communes sont desservies.
Je prends le bus tous les jours et je me rends jusqu'à Toxigny pour aller travailler. Donc c'est formidable. Il y a des bus, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est bien pour aller au boulot. Quand on n'a pas le permis, c'est très bien. Tous les jours, je fais Tourloche. Un abonnement mensuel, ouais, salarié, et pris en charge en partie par mon employeur. Ça sensibilise les gens, je pense, à prendre les transports en commun, pour le coup. Rémi, ce sont également les cars scolaires. 1900 itinéraires quotidiens dans la région et 110 000 enfants de la maternelle au lycée qui bénéficient de ce service complètement gratuit. Pour l'Indre-et-Loire, le réseau de transport est géré ici, à 2 pas des gares ferroviaires et routières, à l'espace région Centre Val-de-Loire. Le travail de ces experts, c'est de mettre de l'huile dans les rouages du réseau, depuis que les régions ont hérité de la gestion des transports en 2017. Château-Renaud jusqu'à Châteaudun. Le budget consacré au transport collectif dans la région s'élève à plus de 190 millions d'euros. Car, et train, la région finance, organise, planche sur de nouveaux réseaux, travaille sur l'évolution des outils, carte à puce, applications, pour toujours plus de services. On a noté plus d'inscriptions, plus de demandes d'abonnement scolaire avec la gratuité. L'objectif de la mise en place et de la gratuité et de la billettique, c'est d'être au plus près des familles et de répondre, d'anticiper sur les questions qu'ils peuvent avoir. On a mis aussi en place cet hiver une application sur laquelle on sera en capacité d'envoyer des notifications. De nouveaux abonnements ont été créés à la rentrée pour les moins de 26 ans, les seniors, pour les trajets occasionnels. Des tarifs attractifs, la gratuité pour les scolaires, pour un seul objectif, inciter les habitants à privilégier les transports en commun, une véritable démarche éco-citoyenne. Je voudrais donner la parole maintenant à Patrick Vautier, directeur du marketing et de l'innovation de RATP Dev. Et avant d'avancer un peu, quand on s'est entretenu au téléphone, j'ai dit RATP Paris. Vous m'avez dit, il va falloir préciser les choses. Si vous pouvez le faire pour notre auditoire. Merci et bonjour à tous. Oui, juste en une phrase, RATP à Paris, tout le monde connaît. Et depuis 15 ans, RATP Dev est une filiale qui fait le même métier d'opérer des réseaux de transport et de nouvelles mobilités partout en France, en dehors de l'Île-de-France, et aussi dans 11 autres pays à l'international. Alors, quelle est votre réaction aux premiers chiffres évoqués et aux premiers résultats de cette enquête évoquée par Brice ? Je pense que cette étude, qui est à la fois très comportementale et un peu opinion, elle est importante parce que quand les gens s'expriment sur ce qu'ils désirent, on voit des lignes de force, et puis quand on regarde comment ils se comportent réellement, on en voit d'autres. Et par exemple, on sent bien que sur les régions, il y a une demande forte de mobilité, un amour des trains, mais finalement, on s'aperçoit que sur le terrain, quand les lignes d'autocar sont densément structurées, quand elles sont rapides, on va attirer de la population, même s'il n'y a pas forcément de train. Donc c'est important d'avoir ce regard qui est d'une certaine manière fondé sur ce que les gens pratiquent et pas simplement sur ce dont ils rêvent. Oui, ce que vous évoquez, c'est un peu, je regarde Arte et quand je réponds à une enquête et en fait, tout le monde regarde Danse avec les stars sur TF1. C'est un exemple. Par exemple. Mais c'est vrai qu'on retrouve aussi... Effectivement, il y a un peu de ça. Après, un deuxième point, il y a le sujet de la tarification. Ce sujet-là, à mon avis, il est un peu à mi-chemin entre justement le comportemental et l'aspirationnel. On a exactement les mêmes sujets aussi dans le transport urbain, où tout le monde voudrait que ce soit moins cher. Il faut quand même avoir conscience à l'esprit que les transports publics en France sont quand même peu onéreux. Alors c'est vrai que c'est toujours facile de se comparer par rapport à des pays étrangers, mais quand on regarde le budget que ça représente, c'est effectivement une somme, mais c'est une somme qui est quand même très limitée par rapport aux infrastructures et à l'offre de transport qui est offerte, y compris dans des régions où elle est forcément moins dense, parce que le terrain est moins maillé que dans des centres urbains. Mais il y a quand même une réalité économique. Le sujet sur la gratuité des transports est sur la table, mais on s'aperçoit bien quand même qu'il y a une sorte d'asymptote à un moment ou à un autre. Tout le monde voudrait que ce soit gratuit. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément une solution, en particulier quand la première demande pour bouger d'une mobilité fortement basée sur l'automobile vers une mobilité plus diversifiée, plus raisonnée, repose sur une augmentation de l'offre. À un moment ou à un autre, c'est facile à dire, mais il faut trouver qui finance ça. Et par certains côtés, il est normal quand même que l'utilisateur en soit pour partie
le financeur. On verra des chiffres justement qui ont un trait direct dans la deuxième partie avec ce qui paye quoi justement. Et je voulais vous demander, je crois que vous vouliez nous parler d'un exemple particulier à Vannes. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette ville? On est en train de développer sur des réseaux qui sont à mi-chemin dans le maillage du territoire entre ces grandes métropoles qui font partie des régions, qui sont des énormes pôles d'attraction, et ces villes de taille moyenne qui sont très fortement connectées par certains côtés à cette métropole et par d'autres côtés à un environnement, à des agglomérations qui sont de plus en plus étendues et tendances. Deux exemples, à Vannes par exemple, on a fortement intégré les transports scolaires, le transport à la demande dans le réseau de transport urbain pour essayer d'aller à la fois le plus loin possible en distance, mais le faire le plus rapidement possible. Par exemple, sur les transports à la demande, on a pris la décision d'éviter tous les doublons que le transport à la demande pouvait faire avec les lignes régulières, en connectant le plus vite possible du transport à la demande avec des lignes structurantes, avec la garantie pour les utilisateurs que la correspondance est assurée, donc il n'y a pas besoin d'attendre un quart d'heure ou 20 minutes quand le véhicule de transport à la demande, parfois un taxi qui est utilisé pour le transport à la demande, va venir se connecter au bus. À Saint-Malo, dans la Bretagne Nord, on passe du sud au nord, on a pris une approche différente où là, on est en train de restructurer les lignes de bus qui, au lieu de desservir tous les écarts, d'avoir un peu ces circuits très compliqués pour n'oublier personne, au contraire, se concentre sur la vitesse et la ligne droite pour aller directement sur les pôles d'attraction et avec le même nombre de kilomètres, une fois encore, donc avec la même économie, on arrive à être plus attractif parce que ça offre plus de fréquences et plus de vitesse qui sont des éléments qui sont de nature à répondre à certains points d'insatisfaction. Brice, vous vouliez intervenir? Non? Je croyais. C'était juste pour souligner qu'effectivement, c'est typiquement ce type de leviers qui peuvent amener les individus à changer de comportement. C'est en jouant sur la fréquence, on le reverra dans les autres parties, mais sur la fréquence ou sur des distances. D'accord. Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des mobilités, infrastructures, transports de la région Occitanie, merci de prendre le micro. Comment vous percevez-vous ces premiers résultats d'enquête ? Bonjour à tout le monde. Un peu à l'instar de ce qui a été indiqué, pour nous, on les vit comme une confirmation, puisqu'il se trouve que nous avions eu l'occasion de faire, pour la première année de la Convention TER, une étude à la fois de qualitative et d'attachement. Et les éléments, même si ce n'était pas la même société, sont très très convergents. Donc je confirme la qualité de ce qui nous a été présenté. D'abord, sur la question de l'attachement au transport en commun et au transport ferroviaire, je crois que ça tord le cou à une idée qui était peut-être de bon ton, de dire que finalement il y avait un rejet massif, que personne n'en voulait, que c'était pas tendance. Bon, je crois que votre enquête confirme le contraire et je pense que c'est important de l'affirmer. En même temps, je pense que ça confirme un certain nombre des demandes qui étaient faites et en complément de ce que Philippe a indiqué, je crois que d'abord ça montre le besoin d'infrastructures. Et nous avons besoin de ces infrastructures et en ce sens, je pense qu'il faut que rapidement, avec la loi LOM, il y ait le volet infrastructure et financement qui apparaissent. Il y a des choses qui ont été données, il y a des choses qui sont indiquées, mais il faut que ça se concrétise parce que ce qui vient dans cette enquête montre qu'il y a ce besoin d'infrastructures, bien entendu d'infrastructures ferroviaires, mais au-delà de ces pôles d'échange qui sont indispensables. Le deuxième point, c'est que, notamment sur la question des gares, par exemple, ça confirme qu'il y a besoin de cette articulation des gares avec les réponses aux attentes. Et je crois que ça doit aider la SNCF, les SNCF,
à intégrer cette attente et à peut-être sortir des réponses toutes faites de « ben non, il n'y a pas suffisamment de distance entre deux gares ». Ce que vous indiquez, au contraire, montre qu'il y a une attente et que le temps pour aller à la gare est un point important. Et vous montrez la bascule qui confirme. C'est 16 minutes. Si c'est à 16 minutes, je veux bien prendre le train. Mais ça veut dire que on en est loin. Évidemment, on en est loin dans le milieu rural, mais on en est loin à plein de stades dans la région Occitanie, que je connais un peu mieux. Il y a largement de quoi faire. Et donc, je crois qu'il y a là une vraie question qui se pose, mais du coup, se pose là aussi la question des financements et la question de la façon de le faire. Et puis après, je crois que vous l'indiquiez, même si il y a un attachement, la question de la qualité de l'offre, de la régularité, de la quantité est clairement posée, et je crois que ça nous confère aux autorités organisatrices, mais aux opérateurs, chez nous à la SNCF, puisqu'on a fait le choix de le faire avec la SNCF, de relever ce défi et d'être donc en situation d'améliorer très clairement cette question de l'offre pour qu'on soit en situation probablement de répondre, me semble-t-il, à un des points qui est en filigrane derrière cette enquête, c'est qu'il y a une vraie attente d'égalité des territoires, une vraie attente d'aménagement du territoire par l'intermédiaire de la question des mobilités, et où la voiture est quand même plus présentée comme par dépit et faute de mieux, plutôt que par une adhésion et une volonté de ne faire que la voiture. Donc il y a un espace pour que ensemble nous construisions des transports en commun qui répondent à cette attente. Justement, excusez-moi, je vous coupe un petit peu la parole. Quand on était au téléphone pour préparer cet entretien, le mot ensemble, je pense que vous l'avez dit peut-être 4 ou 5 fois. Alors c'est quoi ensemble? C'est avec qui? Expliquez-moi. Pourquoi je l'ai dit plusieurs fois? Parce que c'est clairement notre ADN. C'est avec les usagers, avec les ayants droit au transport, bien évidemment, avec les transporteurs, avec l'ensemble des transporteurs. Nous avons décidé, à l'échelle de chaque département, de créer dans la région Occitanie un comité départemental des mobilités, dans lesquels nous mettons ensemble les représentants des usagers, les représentants des transporteurs, l'ensemble des transporteurs, les représentants des élus locaux et départementaux, parce que nous sommes convaincus qu'il y a un intérêt à ce que chacune et chacun puisse à la fois donner les attentes qui sont en phase avec ce que l'enquête a montré, qu'en même temps il puisse être inventé les réponses à ces attentes, et puis surtout qu'ensemble il y ait un contrôle de comment ces réponses sont mises en œuvre, et est-ce qu'elles correspondent bien, quand elles sont mises en œuvre, à ce qui était souhaité dans le cadre de l'attente. J'ai gagné mon pari, vous l'avez dit 5 fois, ensemble. Vous pouvez l'applaudir. Édouard Reynaud, Édouard Reynaud, directeur général France de Transdev. Alors, est-ce que, moi j'ai envie de vous poser la question, puisque vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes l'un des mandataires de cette enquête, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup surpris en fait? Oui, moi je voudrais insister sur une chose, c'est que les Français, ils ont envie de pratiquer une première langue, c'est la mobilité. Et tous ensemble, et comme vous l'avez dit, c'est une co-construction, et c'est quelque chose d'important qu'il faut combiner entre les territoires avec un focus en fait. Ils ont démontré qu'ils étaient très attachés à un réseau structurant. Et dans ce réseau structurant, il y a un totem. Le totem, c'est la gare. La gare, oui. Et la gare, bon, il y a de la distance. En tout cas, ils nous ont montré qu'ils étaient attachés au réseau ferré, qu'ils étaient attachés peut-être aux 70 000 km de voies de l'avant Seconde Guerre mondiale, et qui sont maintenant aujourd'hui plus que 24 000 km de voies ferrées. On a gagné en vitesse. Par contre, ils ont dit aussi qu'il fallait combiner le ferroviaire et le routier. Oui. Et à travers ça, il y a quand même des éléments marquants qui montrent qu'il y a le retour en vertu, on va dire, de l'autocar et du car. On voit bien les régions, on peut citer Rémy, mais on peut citer Nomade, cherchent à combiner l'ensemble des dispositifs avec de l'intermodalité, avec le ferroviaire, avec le car, et le car à haut niveau de service, c'est-à-dire être en capacité d'aller rapidement, d'avoir le confort, la propreté, et d'être en capacité même de commencer à travailler avec le Wi-Fi, recharger ses outils numériques. Ça, c'est important. Ce sont des lignes. Alors en Nouvelle-Aquitaine, il y a un certain nombre
de lignes qu'on peut citer, hein, et qui sont les premières lignes, elles sont apparues en 2012 par exemple, Bordeaux-Cap-Ferret, Bordeaux-Langon, on peut citer Agen-Villeneuve sur Lot, et puis Brive-Limoges en 2015, et puis La Rochelle-Île-de-Ré en 2019, et la prochaine qui va être inaugurée vendredi prochain, c'est Créon-Bordeaux, avec déjà 500 voyageurs par jour, alors qu'elle a été lancée il y a 3 semaines. Donc on voit bien ce besoin d'avoir de la fréquence, 15 minutes de fréquence, c'est essentiel, être en capacité d'avoir de la ponctualité, d'avoir de la fréquence, d'être en capacité de rentrer chez soi. Tous ces éléments-là de qualité de service sont essentiels pour que nous aimions tous le car et que nous parlions ce langage de la mobilité. Et puis on peut aussi citer l'introduction et la volonté d'être dans le durable. On le voit aussi sur les lignes, M. Tabarot les connaît bien, les lignes inaugurées dernièrement, qui sont des lignes longue distance, plus de 200 km, avec des cars électriques et avec tout le confort nécessaire également. Donc nos citoyens, les Français, sont très sensibles à cet ensemble. Alors on pourrait aussi se dire qu'on peut réinvestir un peu le fleuve, mais on peut aussi regarder ce qu'on fait sur le réseau ferroviaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lignes arrêtées. Je ne parle pas de l'atelier qui se trouve à côté, mais est-ce qu'on n'a pas des réflexions à avoir là où c'est utile, là où ça peut avoir du sens dans l'intermodalité, de reprendre et de reconquérir ces voies pour y mettre des cars, et donc de les retravailler et d'utiliser ces voies uniques dans un sens et dans l'autre en fonction du matin et du soir pour pouvoir alimenter l'ensemble des autres réseaux structurants. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à inventer. C'est à peu près parce qu'on va être en capacité de travailler sur ces zones peu denses. Donc après, c'est comment nous travaillons le rabattement, comment on apporte des services. Et là, il y a de la co-construction à faire entre tous les acteurs. Le ensemble, on le retrouve là. C'est cette capacité à travailler avec l'économie sociale et solidaire. C'est cette capacité, on voit bien, quand le défaut de mobilité est présent, on a du mal à aller chercher l'emploi, on a du mal à accéder à la vie sociale, on a du mal à aller accéder à la vie sportive. Je vais prendre un exemple. À Fourmies, dans les Hauts-de-France, on a créé un dispositif qui n'est pas qu'un dispositif numérique. Il combine le numérique, parce que quand vous êtes chercheur d'emploi, ça vous intéresse de savoir où sont les offres d'emploi et comment on y va. Ça combine une maison de mobilité, parce qu'il faut apprendre à savoir se déplacer quand on est à la marge de la société, quand on est quasi exclu pour pouvoir se réinsérer. Ça combine du transport à la demande, ça combine du covoiturage, et c'est cet ensemble-là, avec l'aide de la région, avec l'aide des territoires, avec l'aide d'élus et de maires très volontaires sur le sujet, qu'on arrive à faire qu'il y ait 7000 demandes régulières de transport à la demande ou de covoiturage en très peu de temps, en moins d'un an, sur ce type d'offre. Donc, on a un rôle à jouer, tous collectivement, grandes entreprises, spécialistes de la mobilité, intégrateurs de solutions de mobilité, économie sociale et solidaire, parce qu'on pourrait aussi citer cette capacité à essayer de créer, là où il n'y a pas d'offre de transport public, un service en petite navette, 9 personnes, avec des bénévoles qui sont capables de conduire ces navettes avec un permis tout à fait classique, mais formés par une entreprise comme Transdev, avec des véhicules maintenus par Transdev, et surtout des lignes construites avec de la régularité, avec de la ponctualité, avec de la fréquence, et qui permet aujourd'hui, par exemple, si on prend nos voisins hollandais, d'avoir environ 200 lignes et puis à peu près 30 bénévoles par ligne pour avoir un service de qualité régulier fait là où le transport public est un peu loin et on a du mal à y aller. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Le temps s'achève. Je vous propose, si ça ne vous ennuie pas, je sais que certains vont revenir, mais pour voir la suite et surtout la deuxième partie de l'exposé de M. Teinturier, de regagner la salle et puis vous reviendrez, comme ça vous serez bien face à l'écran, vous pourrez voir de plus près la suite de l'enquête. Nous allons nous intéresser maintenant aux nouvelles compétences des régions issues de la LOM. C'est un peu une thématique récurrente, on a déjà un petit peu abordé, mais voilà. Merci beaucoup.
je pense que ça marche. Oui. Alors, je vais maintenant aborder une partie qui est plus spécifiquement, qui met le focus plus spécifiquement sur les mobilités au quotidien, avec un premier enseignement que je vous ai déjà un peu dévoilé lors de la première partie sur le coût des transports, mais sur lequel il faut qu'on revienne et qu'on approfondisse. L'approfondissement, vous allez le voir, je vous rappelle le chiffre global. Donc, vous voyez qu'en moyenne, mais toute la question c'est en moyenne, les Français dépensent 204 € par mois pour leurs différents postes budgétaires liés au transport. Je ne reviens pas sur cet élément. Je crois que ce qui est plus important de regarder, c'est ce tableau. Parce que vous voyez que par mode de transport, bien évidemment, ce budget, il évolue considérablement. Il est de 223 € en moyenne, donc toujours en mensuel, pour les utilisateurs réguliers de la voiture, contre 163% seulement, entre guillemets, pour les utilisateurs réguliers des transports en commun, et 136% donc pour ceux qui utilisent un mode doux. Mais ce qui est important, c'est de comparer aussi ce que pèse ce budget par foyer, par niveau de revenu dans le foyer. Pour les foyers dont le niveau de revenu est supérieur à 3 000 €, le poste monte à 233 €. C'est le plus élevé, mais proportionnellement, c'est inférieur à 7%. Alors que si vous prenez évidemment les foyers qui gagnent moins de 1 250 €, le poste est de 150 €, mais proportionnellement, là aussi, il est supérieur à 12% potentiellement. Donc on voit bien que la charge budgétaire pèse beaucoup plus sur des foyers qui sont des foyers modestes et dont on a vu que justement, souvent, ils ne pouvaient pas se passer soit de leur voiture, soit d'un certain nombre de transports alternatifs. L'autre aspect, c'est que le coût du transport quotidien est plus élevé également dans le périurbain et dans le rural. On le savait, on pouvait s'en douter, mais en tous les cas, c'est confirmé, c'est mesuré, c'est objectivé grâce à l'enquête de Transdev. Il est donc beaucoup plus élevé puisqu'on passe de 179% en moyenne dans les grands centres urbains à un budget qui est de 215 € en moyenne chez les habitants des zones rurales. Et vous avez vu également que ces derniers sont prêts à utiliser toutes les possibilités qui leur seront données pour alterner des modes de transport, que ce soit le car si c'est possible, ou évidemment également le train quand ça l'est. Je pense que l'aspiration majeure, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'aspiration majeure, c'est l'aspiration à la mobilité. Et on ne reviendra pas sur cette aspiration. Après, sur les modes de transport, il peut y avoir des attachements, mais il y a surtout des contraintes et des Français qui sont prêts, si on joue sur les contraintes, donc à bouger. Et puis, je vous remets, parce que je crois qu'il est important, ce slide sur la proximité aux gilets jaunes en fonction du niveau de satisfaction à l'égard du budget consacré au déplacement, dont on a vu donc qu'il est encore plus élevé, ce budget, pour les catégories les plus modestes, et puis également du niveau de mécontentement à propos du temps qui est consacré, qui est utilisé dans les transports. Alors, je voudrais maintenant revenir, on l'a effleuré également, mais sur ces questions de covoiturage et d'autopartage. Et on va dire poliment, comme on le dit ici, que ce sont des pistes qui nécessiteront beaucoup de travail de conviction pour amener les Français à évoluer. Pourquoi ? Parce que quand vous leur demandez, quand vous testez, on l'a fait, toute une série de solutions qui pourraient les amener donc à moins utiliser leur voiture, vous voyez qu'il y en a qui fonctionnent bien. Plus des 2/3 des utilisateurs nous disent que s'il y a un tarif de transport en commun inférieur au coût habituel de leur déplacement en voiture, c'est logique, 69% pourraient se décaler. Donc la sensibilité au budget, elle est très forte. La sensibilité, ça a été souligné à l'instant, aux fréquences de passage plus élevées d'autocars, d'autobus ou de trains près de l'habitation, est également un facteur extrêmement important qui peut modifier les comportements. Et c'est pour ça que j'apprécie réellement cette enquête, parce qu'elle nous permet vraiment de voir, au-delà des attachements, au-delà des représentations, ce que les Français sont prêts à faire véritablement quand on modifie les éléments de l'offre. Vous voyez aussi que la mise en place d'un titre de transport unique pour aller à un endroit, donc c'est fait dans certaines régions où ça va être fait, est un élément important. Donc toutes ces mesures qui constituent le haut de celles qui peuvent modifier le comportement des Français sont importantes. En revanche, quand on arrive, donc je vais un petit peu plus vite, mais quand on arrive à celles, sont les dernières qui sont encadrées, à celles qui relèvent justement du covoiturage ou de l'autopartage, vous voyez que la mise en place de nouveaux modes de mobilité à proximité de chez vous, covoiturage, autopartage, etc., là, vous n'avez plus que 45% de Français qui vous disent que ça pourrait les amener à renoncer à leur voiture. Et puis le taux également de ceux qui sont tout à fait certains baisse considérablement.
Donc on a un enjeu, je crois, soit d'explication, soit de prise en compte que ces solutions ne seront pas des solutions facilement adoptées par les Français, même en améliorant les choses, parce que, j'ai envie de dire, ils n'y croient pas vraiment, ou en tous les cas parce qu'elles se heurtent à des freins beaucoup plus profonds que ceux qu'on peut faire bouger en modifiant la fréquence ou en modifiant l'offre. Autre chapitre, toujours sur ces aspects budgétaires, qui, je pense, ne va pas vous surprendre, mais qui confirme quand même quelque chose d'important, c'est que la méconnaissance du coût réel payé par l'usager de cette aspiration, de ce droit à la mobilité, est massive. Ils ne savent pas réellement à quel point la collectivité prend en charge beaucoup de ces coûts. Vous le voyez ici, quand on leur demande quel pourcentage du coût réel paye l'usager, 25% seulement nous disent que le pourcentage correspond à 25%, c'est dire que les 3/4 des Français imaginent qu'ils payent beaucoup plus que la réalité. Là aussi, ça ne peut que renforcer les exigences de qualité ou d'offres extrêmement maillées du territoire quand on ignore à ce point combien on paye soi-même. Et puis vous avez également une méconnaissance très très forte, moi, elle ne m'a pas surprise, mais elle est quand même très forte, de qui gère principalement l'ensemble du territoire. Le premier point à noter, c'est le taux élevé de la colonne en gris, c'est-à-dire les Français qui nous disent « je ne sais pas » quand on leur pose la question. Mais si vous reprenez ensuite les routes départementales, nationales, les gares, etc., vous voyez l'extraordinaire émiettement des réponses, avec la plupart du temps une petite suprématie pour la bonne réponse, mais qui reste en fait bien mince. Et en réalité, les Français sont encore très ignorants de qui fait quoi en matière de transport. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Teinturier. Je demande pour ce deuxième temps, ceux qui sont déjà venus à la première session, Monsieur Gibelin, Michel Nognaud à côté de moi cette fois, s'il vous plaît, comme vous êtes le premier à intervenir, Jean-Luc Gibelin, Dominique Lagarde, directeur du programme mobilité chez Nedis, Monsieur Tabarot aussi, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Voilà, alors Monsieur Nognaud, d'abord je tiens à vous remercier, comme je vous l'ai dit au téléphone, mais je le répète, c'est grâce à vous que l'intitulé de cet atelier s'appelle Mobilité partout et pour tous. Merci de m'aider. Et oh c'est mon boulot, vous avez raison, tout à fait. Et donc, non, je suis ravie de ce titre parce que c'est vrai que quand on se penche sur cette question, on s'aperçoit qu'on est tous concernés, n'est-ce pas? Alors, à votre avis, vous aussi, ces résultats vous étonnent pas? Qu'est-ce que vous en dites? Non, ils sont à peu près dans ce que l'on estime. Déjà, je voudrais corriger mobilité partout et pour tous. Oui. Il y a un complément. Ah, mais on va le voir en image tout à l'heure. Non. Ah, vous voulez compléter tout de suite? Allez-y. Mobilité partout et pour tous. Oui. Au bon moment, au bon endroit, à un coût supportable pour la collectivité et abordable pour le voyageur. Et c'est toute cette alchimie qu'il faut réussir à faire. Et c'était dit dans la précédente table ronde, la difficulté, c'est qu'il faut mettre en marche des réflexions territoire par territoire avec tous les acteurs. Et je crois qu'il y a une chose qui a été oubliée jusqu'à présent, notamment pour les déplacements domicile-travail, c'est l'entreprise. Je crois visiblement, et ça serait une avancée de la LOM, dans les bassins de mobilité, il y aura obligatoirement l'entreprise qui sera concernée. Parce que là, on est un peu sur de la théorie. Après, il faut savoir comment déclencher un réflexe. Et déclencher un réflexe, ça se fait au bon lieu. Je pense que l'entreprise est le bon lieu pour réfléchir aux mobilités du quotidien et après, par grappes successives, on peut faire changer les comportements. Mais n'est-elle pas déjà impliquée, l'entreprise? L'entreprise, elle est impliquée pour payer le versement transport dans les zones urbaines. Et elle paye le versement transport, elle le subit. Elle n'est jamais associée en matière... Le droit n'impose pas qu'elle soit totalement associée. Donc je crois, et dans l'entreprise, c'est toute la composante de l'entreprise. Il y a les salariés, il y a les chefs d'entreprise, et c'est là que les choses vont se faire. Et je crois qu'effectivement, ce qu'il faut faire, c'est mettre en mouvement la société sur ce sujet. On voit qu'il y a de grandes aspirations qui existent, on voit qu'il y a des rigidités, et il faut savoir plutôt comment combattre ces rigidités.
On sait très bien qu'en milieu rural, on n'arrivera jamais à remplacer la voiture. Par contre, on peut se poser la question de comment on peut mettre plus de personnes dans une voiture. Et ce qu'il faut remarquer aussi, vous pouvez faire toutes les bonnes solutions en catalogue, en action. Le porter à connaissance, c'est quelque chose d'essentiel. Le faire savoir ? Le faire savoir. Moi, je sors de quelques réunions avec des maires sur les évolutions des gares. On a mis une nouvelle desserte, ça fait 1 an et demi. On dit oui, tes trains, c'est pas mal, mais si on avait un peu plus de fréquence, notamment dans la journée, on aurait un train toutes les heures alors qu'il y a un trou. Ça fonctionne depuis 1 an et demi. On a essayé de communiquer, on pense, mais le maire ne le sait pas. Et si le maire ne le sait pas, il ne le sait pas parce qu'il ne prend pas souvent le train, c'est peut-être aussi un autre problème, mais aussi parce que les habitants lui disent qu'ils ne le savent pas. Et colporte ça. Donc, je crois que dans les collectivités, quelles qu'elles soient, le porter à connaissance du plus grand nombre est nécessaire, et cela ne peut se faire de façon efficace que si, localement, les collectivités s'engagent pour le faire savoir. Et puis, le système d'information multimodal, présentant tous les modes de transport, est aussi une nécessité. Ça, ce sera la thématique de notre dernier atelier. On verra tout à l'heure. Oui, mais est-ce que je voulais revenir sur notre échange aussi. Vous m'avez parlé d'un triangle idéal. Oui, le triangle idéal, c'est de faire fonctionner ensemble l'expert, l'élu et le citoyen. Parce que chacun a sa vision des choses et il n'y a pas de lieu sur les mobilités existant pour localement, non pas dans la théorie, parce que d'un territoire à l'autre, c'est totalement différent, pour essayer de co-construire quelque chose. C'est tu l'as dit, ensemble, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Parce que les situations, on a tout un catalogue, on l'a vu dans les assises de la mobilité, dans l'atelier La mobilité solidaire que je portais, où effectivement, les solutions, elles existent partout. Mais elles sont partielles, elles ne sont pas mises en place forcément au bon moment, elles ne sont pas relayées. Et la co-construction localement, avec ces 3 types d'acteurs, est, je pense, la bonne solution pour déclencher un comportement et faire en sorte que ce qui n'est pas très fun actuellement, on préfère dans sa voiture tout seul. Voyager avec quelqu'un ou quelqu'une ou plusieurs, ça ne plaît pas forcément. Et on n'arrivera à le faire que si on rend ça fun. Et là, il faut trouver des gens qui sont prêts à y aller. C'est dans l'entreprise qu'on le trouvera. C'est avec les collectivités qui vont être en capacité aussi de vendre cela avec les régions. C'est que déjà voir le taux de satisfaction du train, quand on parle du train, alors qu'on n'en parle qu'en négatif, le train qui n'arrive pas, la grève, quelque chose, les intempéries qui ont fait autre chose, voilà. Avoir ce taux de satisfaction, c'est déjà satisfaisant. Très satisfaisant. Mais je crois qu'il faut parler des mobilités en positif, non pas en contrainte, mais en solution. Alors justement, on va parler solution, on va rester dans votre région. Je pense que vous savez de quoi je parle. On va regarder en image ce qu'est le ticket mobilité. La mobilité partout et pour tous, ça doit être autre chose qu'un slogan. Ce sont des réalités à traiter pour nos concitoyens qui sont loin de tout système de transport. En Bourgogne-Franche-Comté, ce que nous avons voulu, c'est trouver des réponses concrètes. Le ticket mobilité, pour tous ceux qui font plus de 30 km de déplacement 2 fois par jour pour aller à leur travail. Et là, ça permet de prendre en compte une partie des frais à hauteur de 30 € par salarié, ticket mobilité qui est mis en place avec les entreprises et pour lesquelles la région contribue à hauteur de 50%, c'est-à-dire 15 €. Un système simple qui part de l'entreprise, qui apporte une solution financière à ceux qui sont plus éloignés. Sur le Nord-Côte d'Or, le secteur sanitaire et social représente plus de 2000 salariés. Des salariés qui habitent sur des petites villes ou sur des villages, dans un habitat dispersé et avec très peu
de moyens de transport collectif. Donc l'idée du ticket mobilité, c'est avant tout donner un signe en termes de reconnaissance pour les personnels. C'est aussi un élément qui peut être pris en compte en termes d'attractivité de nos territoires et de nos établissements pour maintenir et recruter des personnels sur le territoire et c'est aussi un peu gommer les disparités qu'il peut y avoir entre ceux qui doivent se débrouiller par eux-mêmes, par leurs propres moyens pour aller travailler et ceux qui peuvent bénéficier de versements transport. Donc l'idée du ticket mobilité constitue vraiment un plus dans ce type de territoire, me semble-t-il. J'imagine bien qu'il s'agit d'une solution concrète parmi tant d'autres. Oui, elle est jumelée à la mise en place du covoiturage organisé conventionné, où effectivement organisé, c'est-à-dire ce sont des lignes comme des lignes de bus qui sont créées, que l'on met en place à partir d'une analyse entreprise par entreprise, et conventionné parce que tout le covoiturage de courte distance ne trouve pas son équilibre économique. Si on fait payer le système de mise en relation, plus l'indemnité de celui qui utilise sa voiture et conduit les autres aux passagers, eh bien ça ne tourne pas. Donc on est comme dans le transport en commun, car, train, avec ce niveau de conventionnement, c'est-à-dire de participation par l'impôt, et non pas uniquement par l'usage. Et les deux sont liés, parce qu'on est aussi développement durable, c'est-à-dire là où le covoiturage permettra de remplacer l'usage individuel de son véhicule, où le partage sera possible, eh bien, on favorisera le covoiturage organisé conventionné. Alors, c'est une question personnelle, vous pensez vraiment que c'est une question de coût ? Parce que c'est pas plutôt, moi je veux bien aller travailler avec vous, mais je voudrais déposer ma petite fille à la crèche, ou je voudrais aller voir ma grand-mère en rentrant, ou je voudrais... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça c'est un système bien français. On ne voudrait qu'une solution soit la solution à tous les problèmes. Je crois que quand on parle de mobilité, c'est une addition de solutions qui répond à une forme d'angle mort, qui reste par ce que l'on fait traditionnellement, qui donnera la solution globale. Et je crois que même si ça ne marche que pour 10% des gens, ce sont des personnes qui, au niveau financier, s'y retrouveront, au niveau de rejet de CO2, on s'y retrouve aussi, et au niveau économique, on s'y retrouve aussi globalement, parce que le coût pour la collectivité, quel que soit ce qui paye, ça permet d'utiliser des systèmes de transport avec un peu plus de monde dedans. Et on peut aussi, dans le conventionnement, puisque vous me poussez un peu dans les retranchements, mais ça ne marchera pas pour tout le monde, il y a ceux qui ne veulent pas, je pense qu'il faut en milieu rural, il y a un autre mode de transport qui est utilisé fortement, notamment pour les transports sanitaires, ce sont les taxis. Je crois qu'il faut arriver à des conventionnements aussi avec des taxis privés dans ces zones-là, parce que ça coûtera beaucoup moins cher, ça sera beaucoup plus efficace que toute ligne organisée, même à la demande, que l'on peut mettre en place. Je veux dire, par ces exemples, il n'y a pas de solution miracle, il faut bien, avec les collectivités, avec les entreprises, avec les services publics, voir ce qui ne fonctionne pas et trouver à chaque fois une addition de solutions qui donnera une solution globale que l'on doit retrouver dans le système d'information multimodale. Eh ben, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose une autre solution. On va partir en Occitanie. C'est M. Gibelin qui nous dira tout à l'heure, après les images, ce qu'il peut nous dire sur cet éco-chèque. On regarde tout de suite de quoi il s'agit.
Alors, Monsieur Gibelin, vous nous avez décrit tout à l'heure votre territoire comme assez complexe en termes de mobilité. Et au téléphone, vous m'avez dit combien de communes? 4500 communes. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que ça marche vraiment, le vélo électrique? La demande est très forte. Nous avons, la majorité régionale a voté ce dispositif le 16 décembre dernier. Et il y a aujourd'hui de très nombreuses demandes réparties sur l'ensemble des 13 départements. Et je veux y insister parce qu'il pouvait y avoir l'idée que finalement le vélo à assistance électrique c'était une histoire de bobo très urbain. C'est absolument pas le cas. C'est réparti de manière tout à fait harmonieuse sur l'ensemble des départements et il y a une demande importante en milieu rural parce que la question des 3-4 km avec un vélo à assistance électrique devient tout à fait atteignable et il y a un vrai intérêt. Et quand on le lit, ce qui a été indiqué tout à l'heure par Philippe sur les pôles d'échange multimodaux, puisque nous voulons aussi les développer avec à la fois la possibilité de mettre le vélo en sécurité dans la gare, mais aussi la possibilité petit à petit qu'il y ait la recharge par des panneaux photovoltaïques, une production locale d'électricité, eh bien, on voit bien là qu'il y a une cohérence de cet ensemble et il y a un véritable intérêt et on a un engouement réel. Et vous l'avez noté sans doute, on a aussi souhaité que ce soit acheté chez un revendeur dans la région, ce qui est aussi amène à cet intérêt. Mais je veux insister sur un exemple à Millau, à l'initiative du parc régional des Grands Cosses, qui est directement en lien avec la région. Millau n'est pas géographiquement le lieu où le vélo est tout de suite le mode de transport auquel on pense. Eh bien, ça fonctionne tout à fait bien avec un système d'aide et de mise à disposition qui est fait avec en lien avec les deux producteurs, les deux revendeurs de vélos électriques de la ville. Et ils ont un taux d'acquisition après l'essai qui est particulièrement important, au-delà de 80%, parce que en réalité, quand les gens l'ont essayé, eh bien, ils se rendent compte que c'est utile et que ça sert vraiment à leurs attentes. Alors ça, c'est le chapitre vélo. Et pour l'aide au financement de la voiture électrique, comment ça se passe? On a la même situation, sachant qu'on a souhaité, sur la voiture électrique, être sur un début de marché qui nous paraît important et qui est, semble-t-il, un peu pas suffisamment mis en lumière, c'est celui de la voiture électrique d'occasion, parce qu'il y a les aides sur les voitures neuves, mais le prix de la voiture neuve reste un prix élevé et nous avons bien conscience qu'une part importante de ceux qui sont confrontés aux difficultés, ceux qui sont dans l'étude qui a été présentée, n'ont pas forcément, loin s'en faut, les moyens de pouvoir avoir le véhicule neuf. Par contre, un véhicule d'occasion, avec l'aide que nous engageons, ça devient quelque chose d'atteignable et avec les structures de mobilité locales, on arrive à avoir des propositions qui sont tout à fait pertinentes et qui là aussi permettent de faire la bascule, d'aller sur l'essai de la voiture électrique, ce qui parfois paraît loin et en tout cas pas dans ce à quoi on peut penser en premier abord. Alors bien sûr, quand on parle de véhicule électrique, eh bien, on se tourne vers Dominique Lagarde, directeur du programme mobilité d'Enedis. Alors j'avais envie de vous demander, bon, on a bien vu le frein, c'est le prix des voitures, vous m'avez bien expliqué que vous n'y pouviez rien et je le comprends. Mais en revanche, en ce qui concerne toutes les installations liées à ces voitures électriques, que pouvez-vous nous dire ? Je crois qu'en effet, il faut saluer une transformation qui est, je crois, en cours, qui va vers les mobilités propres. Alors, messieurs les politiques, vous êtes, j'allais dire, en première ligne. Nous, on est partenaires de vous tous, de toutes les régions, de tous les élus. En tant qu'Enedis, on exploite le réseau public de distribution pour 95% du territoire. Et donc, on est une sorte de socle qui permet la transformation vers les mobilités propres, qu'elles soient hydrogène à partir électrique ou qu'elles soient électriques. Et donc, on fait des choses concrètes, en effet. Ne serait-ce que pour nous, on roule avec plus de 10%, 12% de voitures électriques parmi notre propre flotte. Donc, on a l'expérience que vous mentionnez, qui sont des gens qui, ayant fait le pas de rouler électrique, ne veulent plus revenir au thermique. Et donc, nos collègues sont soit encore apeurés sur l'électrique, en disant « je vais tomber en panne », etc., soit à l'inverse, totalement convaincus et ne voulant plus rouler en thermique. Donc ça, c'est des choses en interne, mais on fait aussi pas mal de petites choses et de plus grandes choses en lien avec les territoires.
Peut-être j'ai en tête... Saint-Étienne, non? Oui, Saint-Étienne, on a une expérience. Notre ambition à Enedis, c'est de faire en sorte que, comment dire, on crée les conditions du développement à grande échelle et que donc quelqu'un qui achète une voiture ne se soucie pas de sa solution de charge. Donc on discute beaucoup avec Renault, Peugeot et les autres constructeurs pour arriver à cette situation-là qui dépend pas évidemment que d'Enedis. Nous, on fait que le réseau, si j'ose dire. On ne pose pas de bornes, on n'exploite pas de bornes de recharge, mais on est partie prenante. Et donc, avec la ville de Saint-Étienne et une start-up, le tout avec un fonds, parce qu'on vous avez parlé du financement en disant c'est très important. Donc, il y a un fonds qui s'appelle Demeter qui est dans l'affaire. La start-up s'appelle Itotem. Et donc, on a mis en place un système de bornes de recharge à la demande qui permet à quelqu'un qui achète une voiture d'avoir une certaine garantie du fait que s'il n'a pas de parking lui-même, il puisse trouver une borne de recharge à moins de 150 mètres de chez lui. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours le petit souci de ne pas vouloir trop investir si les bornes ne sont pas utilisées. Et donc, finalement, qu'est-ce qui est la bonne solution pour éviter ça? Et donc là, la ville de Saint-Étienne a dit je mets une centaine de bornes sur mon territoire et puis il y en a 20 ou 30 que je mettrai en plus si par hasard ce que j'avais prévu ne suffit pas. Et si quelqu'un qui achète sa voiture s'aperçoit qu'autour, dans son périmètre, il n'y a pas de borne. Donc il peut demander sa borne, ça se passe sur la plateforme numérique, tout le monde est au courant, la mairie comme nous, et ça nous permet d'anticiper les travaux nécessaires. Puisque poser Mais il faut combien de temps pour avoir une borne? Le contrat qu'on a adopté ensemble, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul, c'est bien d'avoir un raccordement dans les 3 mois, ou bien 6 mois, suivant la complexité de l'affaire. Et pour ceux qui connaissent Enedis et qui parfois ne sont pas si contents des délais de raccordement, ma foi, c'est mieux que ce qu'on fait, et ça colle avec un peu les délais de livraison de la voiture. C'est aussi ça qui nous a guidés, c'est d'éviter que les choses soient faites trop tôt, mais surtout pas trop tard. Donc voilà un exemple qui me paraît prometteur. Et puis, il y a aussi un enjeu quand même d'anticiper l'affaire, puisqu'il y a 32 millions à peu près de voitures particulières, et donc on est encore loin de les transformer toutes en véhicules électriques. Le défi un peu industriel que s'est fixé à la fois l'État, les politiques, les régions, les collectivités, avec les constructeurs, c'est d'arriver à 1 million de véhicules en 2022. Et donc, ça fait à peu près quand même x4 en 4 ans. Donc, c'est des croissances qui sont relativement rares, donc il y a bien un défi là derrière. Donc il y a un enjeu d'anticipation et de prévision des investissements et de prévision des plans de mobilité. Et là, je voulais saluer un petit peu quand même la loi LOM qui confie aux régions une responsabilité assez forte de prévoir un peu les mobilités. Et on aimerait, et on est déjà en lien avec notamment la région Grand Est, la région Île-de-France, pour finalement se projeter. On a établi un cahier des charges de manière à voir finalement sur quelles questions il faut qu'on réfléchisse. L'intérêt, évidemment, c'est d'embarquer les enjeux du réseau public de distribution dès le début, à la source. C'est plus facile ensuite pour déployer un peu nos efforts, qui sont toujours des efforts concertés entre les politiques et le concessionnaire que nous sommes. Et les rumeurs de puissance insuffisante, juste une petite évocation. Oui, je voudrais vous rendre serein sur cette affaire-là. Alors, pour aller vite, pour ne pas prendre trop de temps, pensons aux énergies renouvelables. Voilà. On connecte au réseau de distribution aujourd'hui plus de 20 000, on va dire 15-20 000 installations par an de panneaux solaires et et d'éoliens. Et depuis 5-10 ans, c'est un rythme qui ne se dément pas. Et donc, sur nos postes sources, donc sur les lieux où on voit les pics de consommation ou de production, on a sur des postes l'équivalent de 10 MW, 12 MW de pics, simplement dus au solaire ou à l'éolien. Donc pensons aux gros nuages de printemps qui assombrit le ciel de l'espace d'une demi-heure. Donc pendant 5 à 10 minutes, quand le nuage vient coiffer le soleil, eh bien ma foi, on a plus de soleil, donc plus de production solaire localement. Et puis quand le nuage repart, à nouveau, dans les 10 minutes qui suivent, hop, ça réapparaît. Donc ça fait quand même un pic assez important. Donc on est assez encouragé, vous n'en entendez pas parler, il n'y a pas de coupure à ce moment-là. Et donc il y a beaucoup de voitures qui peuvent se charger en même temps ce jour-là, à cet endroit-là. Je pense que voilà, on a quelques longueurs de vol, donc on n'est pas très inquiet. Non, l'enjeu, c'est pas tant la capacité du réseau, c'est plutôt la capacité à investir au mieux. Donc on l'a dit sur la question du financement, nous on est financé par les tarifs d'utilisation du réseau, donc c'est vous tous qui payez l'utilisation du réseau, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dépense. Et donc on a des discussions assez intéressantes avec ceux qui installent des bornes, je pense notamment aux compagnies de bus,
où il y a pour le coup localement pas mal de puissance qui est appelée, ou bien sur les stations d'autoroute. Et donc on a des discussions qui visent à faire des raccordements dits intelligents, et autrement dit à bien discuter du compromis entre le pic extrême et puis la connexion. Et donc on arrive à trouver à la fois des contrats et puis des installations techniques qui fait qu'on a des investissements au plus juste en fonction de ce que souhaite le client, et qui peut être soit le moindre coût, soit une énorme sécurité, soit les deux en même temps. Et donc on arrive à faire des choses qui nous permettent de lisser les investissements. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Lagarde. Merci. Nous allons partir maintenant en Normandie. On reste là ensemble pour regarder un petit film sur une application dénommée Caros. Caros, c'est une solution qui permet le covoiturage. J'aime bien discuter avec les gens. C'est un aspect très pratique pour les gens qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Je pense que le covoiturage a tout son intérêt, justement. Ça permet aux gens de limiter le coût de leur transport. Je le fais quasiment au quotidien avec le boulot, puisque il y a quelques personnes avec qui je covoiture régulièrement. Le principe de Caros, en fait, c'est que vu que c'est moi qui définis quel est mon parcours, et soit les personnes, je les prends et je les dépose à un endroit précis, soit des fois, ça me fait un petit détour. Qui a envie de s'exprimer sur le covoiturage? La région Sud, M. Tabarot. Oui, je me suis exprimé sur le covoiturage. Je pense que c'est beaucoup d'efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Et je pense qu'il faut continuer, mais on part de très, très loin. Il faut changer un certain nombre d'habitudes. Alors Jean-Luc a plus d'avancées peut-être sur sa région. Je profite d'une petite ouverture pour parler du coût du transport, parce que c'est ce qui a été présenté lors de l'étude, on n'en a pas reparlé, et notamment la perception que les personnes en ont, et l'idée que le transport en commun, et notamment sur le ferroviaire, est trop cher. Il faut rappeler, parce que dans les différents débats qu'on entend, notamment à la télé, au moment des différentes lois sur les lignes qui seraient rentables, les lignes qui le seraient moins, il n'y a pas de ligne rentable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est la collectivité qui paye à l'opérateur. Et on voit qu'en moyenne, c'est 80% sur l'ensemble de nos régions qui est pris en charge par les régions pour que le prix pour l'usager soit moins important. Par contre, c'est le contribuable de la région qui le paye. Donc ça, il faut bien le rappeler, parce que ce sont des idées un petit peu quelque chose de flou, et on le voit très bien au niveau de ce sondage. Deuxième aspect, on essaie les uns et les autres de privilégier les abonnés aux touristes. Alors c'est peut-être pas un bon calcul, il ne faut pas taper trop fort non plus sur les touristes, parce qu'ils représentent un pan important de notre économie, mais d'un autre côté, il est normal que la collectivité puisse aider les travailleurs du quotidien à pouvoir voyager avec des tarifs qui soient plus intéressants. On fait des tarifications intéressantes pour les jeunes également, parce que le pari pour les jeunes, c'est pas uniquement de se dire qu'il faut les transporter de leur domicile à leur établissement scolaire, mais quelque part, si on leur donne tout jeune le goût du transport en commun, demain, ce seront des utilisateurs. On avait une carte très intéressante qui était réservée uniquement aux jeunes pour faire le trajet en TER entre l'établissement et le domicile. Aujourd'hui, ils ont la possibilité, alors certes avec une carte un petit peu plus chère, mais de l'utiliser en illimité 365 jours par an sur l'ensemble des modes de transport organisés par la région. Donc là aussi, une idée d'intermodalité. Donc je reviens vraiment sur cette question de la tarification, parce qu'on a besoin de faire une pédagogie en
permanence, à la fois par rapport aux usagers qui croient payer trop cher et aux contribuables qui se disent qu'ils payent trop d'impôts d'une manière générale et également pour les collectivités régionales. On en revient au faire savoir, dont vous parliez tout à l'heure, c'est exactement ça. Et Jean-Luc, je te fais une passe magnifique pour que tu parles du covoiturage. Merci beaucoup, Monsieur Tavarot. Oui, juste un mot. Nous avons souhaité faire un certain nombre d'expérimentations, mais je trouve que le sujet de la Normandie est tout à fait pertinent parce qu'il montre bien que la notion du covoiturage est en complément de ce qui existe. C'est-à-dire que je crois qu'il faut porter ces propositions comme étant bien un mixte de l'ensemble des propositions et pas imaginer qu'il y aurait la bonne solution ou la solution unique ou ériger, comme le fait un des opérateurs du covoiturage, mais qui le fait à but très lucratif, le covoiturage comme étant le seul mode de transport. Nous ne sommes pas du tout sur cette position-là. Carros le fait très bien. Nous avons, nous aussi, lancé une expérimentation avec eux sur un des territoires de la région. Nous souhaitons le faire sur, au total, 4 territoires très différents, un très urbain autour d'Airbus sur le bassin toulousain, un beaucoup plus rural sur le Grand Alès, un autre sur une liaison entre la communauté du Pic Saint-Loup et Montpellier, où là il y a des notions d'aide sur rabattre sur le transport urbain de la métropole, et puis un dans les hauts cantons de l'Aude où il y a besoin d'une prise en charge très rurale et avec une grande dimension citoyenne. Eh bien, ces 4 expérimentations, nous les lançons, nous y travaillons, nous le faisons aussi avec les collectivités pour que ce soit justement des modes de transport qui soient complémentaires au mode ferroviaire, au mode routier, à l'autopartage, quand ça existe, de façon à ce que ça fasse partie d'un ensemble et non pas érigé comme seul mode de transport. Complémentarité, j'ai bien compris, messieurs. Je vous remercie beaucoup. Je vais demander à monsieur Lagarde, je suis désolée de regagner sa place. Nous allons poursuivre, si vous voulez bien rester avec moi, parce qu'on ne va pas vous faire descendre pour pas très longtemps, parce que les derniers résultats d'enquête qui concernent justement les données numériques vont pas prendre beaucoup de temps, je crois. Non, je vais aller vite. La question est de savoir si les SIM sont des outils connus, si les usagers qui les utilisent en sont satisfaits et si ce sont de bons leviers pour aider les usagers à modifier leur comportement et à renoncer davantage à leur voiture. La réponse, c'est oui à ces 3 questions, avec des niveaux différents. Mais vous le voyez ici, en termes de notoriété, la notoriété globale, elle est de 29% pour les SIM, mais il faut la regarder. Donc il y a encore du travail à faire, mais il faut surtout la regarder auprès de ceux qui utilisent régulièrement les transports en commun, Et là, la notoriété est de 52%. Donc ça commence à être un niveau satisfaisant. Ça veut dire aussi qu'il y a des marges de progression que vous pouvez encore pousser pour qu'il y ait une meilleure connaissance de ces outils, mais c'est déjà bien. Il faut d'autant plus le faire que quand on les connaît, eh bien, la satisfaction, elle est extrêmement élevée. Vous voyez là, on est à 89% de satisfaction. Et puis, il faut d'autant plus le faire, au-delà de la satisfaction, que parmi toutes les mesures qu'on avait travaillées pour savoir lesquelles pouvaient amener les individus à modifier leur comportement et notamment à moins utiliser leur voiture, eh bien, ces SIM peuvent jouer un rôle qui n'est pas tout à fait négligeable, puisque plus de 50%, 56% des Français nous disent que oui, ça peut les amener à modifier leur comportement et à moins utiliser leur voiture. Donc ce sont des bons leviers d'évolution des comportements. Merci beaucoup, j'ai presque été prise de court, c'était vraiment très court. Donc on voit qu'ils sont satisfaits, les utilisateurs. C'est formidable ça. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de la région sud? Ça marche bien? Le côté, comment ça s'appelle? PACA Mobilité, c'est ça? J'ai regardé, peut-être que j'ai mal trouvé. C'était PACA Mobilité, c'est ça. Vous savez que le nom PACA est totalement maintenant. C'est ce qui sort en premier. Donc voilà, ex-PACA Mobilité qui est devenu Sud Mobilité, évidemment, bien sûr. Évidemment. Donc, qu'on va mettre en place avant la fin de l'année, donc une plateforme d'information de données pour pouvoir permettre d'informer l'ensemble des usagers sur à la fois les transports de compétences régionales, mais également en collaboration avec les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes, toutes les informations, tout type de transport confondu. Donc voilà, c'est quelque part quelque chose qui est indispensable et qui va générer, on n'en doute pas,
une augmentation encore du nombre d'usagers. Je reviens très rapidement sur quelque chose qui n'a pas été évoqué. L'information, c'est la base, mais également la qualité du service, la fiabilité notamment des TER. On est dans une région qui avait le plus mauvais TER de France, avec 25% des trains qui soit ne partaient pas, soit arrivaient en retard. Aujourd'hui, il y a eu un gain de près de 15 points avec des efforts importants de la SNCF. Dans cette situation, on a augmenté de pratiquement 10% l'année dernière et 10% cette année le nombre de voyageurs. Il y a l'aspect sécurité, on n'en parle pas souvent aussi, mais quand vous mettez 1300 caméras de vidéosurveillance, quand vous mettez une centaine d'agents de police ferroviaire SUGE, on s'aperçoit qu'il y a un sentiment de sécurité et on l'a testé également à travers différentes études qui reviennent dans les gares et ça amène plus de monde. Enfin, le point qu'on a abordé, l'information, les données. Alors c'est quelque chose qu'il faut pouvoir contrôler, rentrer dans un cadre légal aussi, se méfier quelque part de ceux qui pourraient être des alliés comme les GAFA, mais qui quelque part veulent reprendre la main. Et je crois qu'il est très important qu'on ait une maîtrise publique de toutes ces données et que la région joue pleinement son rôle d'autorité organisatrice de mobilité, de compétences en matière d'intermodalité et qu'on ne laisse pas faire tout et n'importe quoi également pour des gens qui n'auraient peut-être pas le même objectif que la collectivité. Alors comme vous avez pris la parole, je vais tout de suite vous emmener du côté de Grand Avignon. Justement, on va voir ce côté montée en gamme et cette transformation des réseaux, notamment urbains. Regardez. L'arrivée d'un tramway, c'est une révolution en général pour une agglomération. C'est une montée en exigence, en qualité. Et le système d'aide à l'exploitation et information voyageurs, c'est l'aide à l'exploitation du dispositif, mais l'information également voyageurs, parce que lorsqu'on est sur un réseau avec des bus à niveau de service et du tramway, eh bien les clients s'attendent à un certain niveau de qualité, tout simplement. Je vais t'envoyer un service sur la 1A. J'ai un véhicule en panne en direction de la poste. Il y a des chances que tu assures le départ. Alors les deux financements que nous avons eu pour ce projet, à savoir les financements de la région Sud Provence-Côte d'Azur et les financements européens à travers le Fonds européen de développement régional, le FEDER, ont permis de se doter d'un outil très performant, ce que nous n'aurions peut-être pas pu avoir si nous n'avions pas eu ces financements de la région et de l'Europe. Tous les véhicules sont systématiquement suivis en GPS et également en temps réel. Le conducteur, lui, à bord de son véhicule, a un pupitre avec une carte GPS qui lui permet de voir son itinéraire, mais également de savoir lui-même s'il est en avance ou en retard. Et le régulateur également va le suivre sur ses écrans. L'application smartphone ou les sites internet sont renseignés par le pic d'information, le poste d'information voyageurs. Aujourd'hui, on ne pourrait pas travailler sans l'apport d'un SAI, c'est impossible. On a des objectifs de réduction du trafic automobile, réduction de la place de la voiture, alors physiquement et en usage. On partage d'ailleurs avec la région, avec les objectifs du plan climat par exemple. Donc c'est vraiment s'orienter vers une mobilité plus durable, en faveur des transports collectifs, mais également des modes actifs. Ça va ensemble. La mobilité est une priorité, Monsieur Muselier. Que pensez-vous? Je vous ai vu songeur, Monsieur Gibelin. Admiratif. Admiratif, ça fait rêver. Vous savez, Avignon et le Grand Avignon, ça fait partie des territoires avec lesquels nous travaillons beaucoup parce que nous avons la volonté de remettre des voyageurs sur le TER sur la rive droite du Rhône et avec la possibilité de s'arrêter à Avignon. Et on avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Donc, en réalité, j'étais en train de me dire, quand on va amener le TER à Villeneuve-les-Avignon et Avignon, on pourra se connecter sur ce service-là. Donc, j'étais en train d'anticiper cette arrivée-là. Ce que nous avons comme volonté là aussi, mais je crois qu'on
on est sur cet aspect dans des expériences très proches et d'avoir à l'échelle de la région une application qui permette de répondre à ces attentes. Ça nécessite évidemment que les collectivités, les opérateurs de transport partagent ces données. C'est un des éléments qui était présenté tout à l'heure et en tout cas cette volonté, me semble-t-il, est en phase avec ce qui a été évoqué dans l'étude d'opinion et nous sommes convaincus qu'il faut que nous puissions passer cette étape-là. C'est pas facile parce que à l'échelle d'une région comme la nôtre, avec 13 départements, avec autant d'autorités organisatrices ou de réseaux locaux, c'est évidemment délicat. Parce que dans l'attente, semble-t-il, il y a le fait qu'il faut que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut que quand l'usager attend une information, il l'obtienne. Donc il ne s'agit pas simplement de dire que c'est à peu près ça, il faut que le résultat soit là. Et donc oui, il y a besoin de cet échange de données, oui, il y a besoin que ce soit en temps réel, parce que c'est l'attente aujourd'hui, parce qu'une application qui ne traite pas en temps réel, elle est considérée comme obsolète, alors qu'elle peut être tout à fait pertinente, mais il lui manque vraiment quelque chose. Et c'est évident que c'est un élément qui n'est pas simple à mettre en place, mais c'est un vrai travail auquel nous sommes vraiment attelés et sur lesquels nous progressons, j'espère, d'ici la fin de l'année pour une première version de cette application. Très bien. Et pour vous, M. Nognon, vous y croyez beaucoup aussi, je crois. Énormément, parce que c'est la base même. Déjà, pour reprendre ce que Philippe disait, on a un avantage compétitif, les régions, sur les GAFA, c'est qu'on peut travailler avec les territoires les plus proches, ce que ne pourront jamais faire les GAFA, et donc enrichir le système d'information multimodale par vraiment de la dentelle locale, avec la méthode que j'ai présentée tout à l'heure. Deuxièmement, actuellement, ça ne se réalise que par le volontariat. Et il suffit qu'une collectivité vous dise non, pour des raisons X, Y ou Z, elle ne veut pas, elle n'y croit pas, par opposition politique, et rien ne se fait. La LOM va quand même permettre d'imposer cela, puisque chaque région doit s'assurer qu'un système d'information multimodal mettant en avant toute l'intermodalité va pouvoir... Ah, ça va devenir une obligation. Ça va devenir une obligation. D'accord. Pas forcément par la région, mais chaque région doit s'assurer qu'il y a un système d'information multimodal régional qui le fait. Ensuite, c'est naturellement donc toutes les briques que l'on a vues, des modes actifs ou modes doux, la voiture partagée, autopartage, covoiturage, et puis ce qui est plus traditionnel, les transports organisés, mais il y a aussi d'autres solutions qui vont surgir, qui arriveront. Lesquelles? Mais je ne sais pas, mais je sais, pour suivre un peu les affaires depuis plusieurs années, qu'à chaque fois, la capacité d'innovation, quand on pose la problématique des solutions de mobilité sur un territoire, on trouve plein de solutions. Elles devront être intégrées dedans. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel qui devrait permettre d'aller, et les CIM régionaux se dirigent vers cela. Et dans les débats que Région de France a avec la ministre, le gouvernement sur la LOM, on s'est vraiment battu pour que les régions puissent avoir toutes les informations en temps réel, venant de l'opérateur historique de la SNCF, venant aussi des nouveaux entrants, qui vont se faire avec l'ouverture à la concurrence, et cela dans les meilleures conditions économiques possibles. Donc, cette démarche-là est quelque chose d'essentiel ce qui est l'esprit quand même de la loi d'orientation des mobilités, si on inverse ce processus. C'est-à-dire si on met des systèmes qui s'adressent aux voyageurs potentiels. Actuellement, on est dans un système, prenons les usagers du train, où c'est le train qui parle au train. C'est le train qui parle au train avec les horaires. Il faut déjà être monté dans le train pour le comprendre. Les chèques, hériter des chèques. Maintenant, il faut avoir des horaires disant de tel point, voilà où on peut aller, dans quelles conditions. Ça, c'est de l'information. Il faut qu'il y ait un outil aussi qui permette de faire d'un point A un point B de façon facilitée. Et permettant d'intégrer, c'est possible, ces compétences. Et puis, naturellement, ce qui a été dit dans la première partie de l'étude, la nécessité aussi, en un clic, d'avoir son panier de billets. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. À pouvoir acheter tout en même temps. La simplification
la simplification va être totale. Et le dernier point, ce système qui existe pour ceux qui n'ont pas une phobie. Pourquoi vous me regardez? Non, mais vous avez pas. Non, mais je n'ai pas dit laquelle. D'accord. Oh bah si, je sais de quoi vous allez parler. Ceux qui n'ont pas la phobie du numérique, du portable, de tout cela, des écrans. Il faut que cela soit doublé par de la médiation par rapport à ceux qui en sont loin. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut que les systèmes d'information multimodaux soient aussi accessibles par un téléphone filaire, avec tous les services pour faciliter. Mais il faut aussi que l'on trouve localement des lieux de médiation pour qu'à partir du même système, tout le monde puisse y accéder. Et je crois que là, c'est aussi des choses à faire sur le terrain, mais la qualité de ce que nous aurons pu construire dans chaque système d'information multimodal régional est quelque chose d'essentiel pour que le reste fonctionne derrière. Très bien. Alors, on a un petit peu de temps, ce qui est bien. Et ce que je vous propose, c'est peut-être si vous avez des questions. Vous vouliez, pardon. Oui. Non, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que les SIM sont si importants? Mais tout simplement aussi parce qu'ils redonnent de l'efficience à celui qui se déplace. Je crois qu'un des enseignements majeurs de l'étude, c'est de voir qu'on a des enjeux de structuration de l'offre. On l'a bien vu autour du triptyque central, voiture, train, car, et puis ensuite des autres modes complémentaires. Je pense que cette notion de complémentarité, elle est essentielle. Et là, je n'ai pas pu vous développer aussi les approches par territoire, mais c'est tout l'intérêt de cette enquête, c'est que régionalement, on n'a pas les mêmes choses, donc la complémentarité ne va pas prendre le même sens en Île-de-France, par exemple, ou dans la région sud. Donc ça, c'est un point important, mais l'individu, ensuite, il est face à cette offre de transport plus ou moins adaptée à ses besoins. Il a absolument besoin des SIM pour pouvoir retrouver, et c'est un individu de plus en plus individualiste, mobile, informé, etc., et pour pouvoir retrouver de l'efficience. Cette notion d'efficience me paraît déterminante si on veut faire évoluer aussi les comportements. Tout à fait. Alors, je crois que nous avons Madame Boulnier qui voulait nous poser une question dans la salle. Il y a des micros qui doivent être par là avec des charmantes hôtesses. J'avoue que je n'y vois rien. Est-ce que Madame Boulnier par là, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Voilà, je crois que vous avez une question, vous allez ouvrir le... Voilà, là, on posera les questions qu'on veut. Voilà. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'appartiens au Césaire de Nouvelle-Aquitaine et j'y suis au titre de la présidence de l'Union régionale HLM de cette même région de 12 départements et on a tous le plaisir de vous accueillir. Vous savez, la Bourgogne a dit... Vous avez été, je crois, le seul, monsieur le vice-président, à parler de l'habitat en même temps qu'on parlait de mobilité. Et en effet, c'est absolument essentiel parce que quand on parle de mobilité, ça peut être un peu abstrait, mais tout compte fait, on s'adresse aux personnes, aux habitants, aux salariés. Et donc, le logement social, je vous laisse apprécier l'image qui a muté, etc. Enfin, on ne parle plus des années 70 aujourd'hui. Et vous savez que nous sommes des investisseurs, des amortisseurs sociaux, mais également des aménageurs, y compris en dentelle, dans les bourgs et villages. Et nous sommes d'ailleurs appelés à un partenariat particulier aujourd'hui avec le projet de petite centralité du gouvernement qui répond en cela à l'action cœur de ville des villes moyennes. Et nous avons été précurseurs en Nouvelle-Aquitaine avec la convention que nous venons de signer avec Alain Rousset pour dire comment Habitat et Région s'intéressent à cette revitalisation. Et la mobilité en fait partie. Parce que comment voulez-vous habiter en confort en évitant évidemment de reprendre du foncier non bâti, mais en travaillant vraiment vers le centre-bourg pour travailler dans les PME locales si on ne s'assure pas d'une mobilité apaisée et qui n'est pas très cher. En Nouvelle-Aquitaine, dans les zones rurales, 35% des voitures ont plus de 10 ans. Et d'une manière générale, dans toute la zone, c'est 68% qui ont plus de 5 ans. Nous avons monté à quelques-uns une plateforme de proximité, de covoiturage, que je préférerais appeler de voisinage pour éviter les problèmes de sécurité, etc. Et vous l'avez très bien dit, c'est comment on fait une sorte de triptyque, un peu collectivité, évidemment, habitants et entreprises. Parce que l'entreprise, ça l'intéresse, et nous sommes beaucoup suivis par les entreprises, parce que c'est aussi du foncier qu'elles ne consacrent pas au parking, c'est aussi de l'occidental, enfin, de la sécurité routière, parce que
si on va sur l'accident, on passe sur des tarifications, etc. Mais une sécurité routière. Et puis c'est aussi les petits salaires, les horaires décalés, où il n'y a pas de cadencement de transport. Et donc, tout le monde s'accorde à dire que le covoiturage est vertueux. Sauf que quand on a dit ça, c'est l'injonction paradoxale. Le covoiturage est vertueux, on est tous d'accord. Et puis quand on passe au comportement, parce que, enfin, en tout point, hein, l'étude que vous avez faite, évidemment, on est tous d'accord, mais c'est comment on passe de l'un à l'autre. Et donc, l'un à l'autre, c'est tout le système incitatif. Et moi, je vous remercie infiniment des panels de solutions incitatives que vous avez déployés. Et je pense que nous devons aller plus loin, et c'est en ça que j'appelle les régions de France, puisque dans notre région, nous travaillons bien, mais à travailler sur de l'incitation qui est un lien. C'est-à-dire, vous avez dit 1 euro pour la Normandie par trajet, mais ça peut être également des bons d'essence, ça peut être, etc., qui fait que ça nous amène à être dans cette nouvelle vision du territoire sans une seule solution, mais plusieurs, et en pensant évidemment aux zones rurales qui nous sont chères. Merci. Merci. Ah, ce n'était pas une question. Oui, bien sûr, si vous souhaitez répondre au contraire. Oui, il y a un outil dont on n'a pas parlé qui est quand même structurant, c'est le SRADET, hein, qui a pour vocation à poser cela. Et notamment... de quoi il s'agit? Je suis béotienne. C'est schéma d'aménagement et développement durable l'ensemble des territoires, et où effectivement il y a des prescriptions qui peuvent être données à la limite près qu'elles ne peuvent pas engendrer des dépenses sur les autres niveaux de collectivité. Donc c'est un peu... ça n'a pas été jusqu'au bout de la prescription. Mais ce qui est important, c'est de réfléchir sur un territoire, notamment sur la reconquête des cœurs de bourg, parce que la Villa Mon Rêve, qui amène des réseaux de tout type, et de l'emprise foncière supplémentaire prise, de l'imperméabilisation de terrain. Bon, vous voyez tout ce que ça amène comme conséquence, c'est nécessaire. Et moi j'ai quelques exemples où effectivement, on voit bien que mettre tout le monde autour de la table, et dès le début, dès la conception, j'ai dans un bourg d'1 millier d'habitants, on crée une nouvelle zone d'habitation, et surtout, pour que ce soit en résidentiel sans problème, on fait en sorte qu'il n'y ait que les véhicules légers qui puissent y passer. Sauf que dans ces habitats-là, il y a surtout des gamins, et pour les transports scolaires, les cars ne peuvent pas passer. Voilà. On a ce type de contradiction, et je ne vous parlerai pas, quand on conçoit des équipements publics tels des hôpitaux et autres, on s'occupe de tous les réseaux, sauf des réseaux de transport, et c'est après qu'on se dit mais comment on va à l'hôpital, et c'est la région qui doit se débrouiller avec les autres AO. Voilà. Donc je crois qu'il y a une réflexion globale à avoir, bon, la LOM avec le comité des parties prenantes, dans lequel, si on veut les mobilités douces, on ne peut pas réfléchir de mobilité douce et active, le vélo par exemple, s'il n'y a pas des arrivées protégées. D'une façon ou d'une autre, pour avoir la sécurité. Si on parle sur des aires un peu plus réduites, si on veut avoir du transport par la marche à pied, il faut penser à des publics où il faut avoir des emplacements de bancs à l'ombre, parce que ça chauffe de plus en plus, on a des périodes de canicule. Donc il y a une réflexion globale à avoir, et ce qui est important, c'est se mettre à la place de l'usager, de nos concitoyens qui doivent se déplacer, et c'est cette réflexion qu'il faut avoir en permanence. C'est-à-dire une inversion. Avant, on faisait les grands systèmes qui doivent demeurer, le train et autres. Maintenant, on doit partir des besoins de chacun et trouver les bonnes solutions.